Donc moi je vais vous présenter les quatre principaux types d'agriculture qui existent en France. Donc tout d'abord, après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture a dû évoluer pour répondre aux besoins alimentaires jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, l'agriculture conventionnelle. Après la Seconde Guerre mondiale, cette agriculture a été mise en place afin de permettre une meilleure production pour pouvoir augmenter les rendements. Grâce aux produits de synthèse ainsi qu'aux engrais chimiques. Ensuite, nous avons l'agriculture raisonnée. Donc cette agriculture raisonnée découle de l'agriculture conventionnelle qui est un peu, mais avec une méthode raisonnée, avec l'utilisation d'applications de produits de traitement dosés ou non nécessaires. Ensuite, nous avons l'agriculture de conservation. Cette agriculture découle de l'agriculture raisonnée, mais est plus technique. Cette agriculture permet d'améliorer la fertilité du sol tout en limitant l'utilisation du travail du sol. Ensuite, nous avons l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique, pardon. C'est une agriculture qui n'utilise aucun produit de synthèse et qui n'utilise que des produits naturels et des outils du travail du sol afin de pouvoir détruire les mauvaises herbes. Maintenant, je vais laisser la parole aux agriculteurs pour qu'ils nous présentent leur mode de production, pourquoi ce choix et expliquer la perspective d'évolution de leur mode de production. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc avec mon fils, on est sur une exploitation de polyculture élevage, quelque chose assez classique dans le département, même s'il y a de plus en plus d'exploitations qui sont spécialisées en grande culture. On a donc un troupeau de vaches allaitantes, charolaises et aubrac, comme je vous dis, avec à peu près entre 80 et 90 naissances par an, et on fait tout le cycle de production jusqu'à l'engraissement. Donc toute la partie reproduction, renouvellement, engraissement. Et tous les animaux sont vendus pour la boucherie. Et toutes les femelles partent pour le marché national de proximité, le marché de qualité. On a fait un gros travail depuis quelques années avec les magasins Auchan, Leclerc pour le label rouge, ces choses-là. Vraiment mon voisin qui fait de la vente directe, c'est de la vente locale, mais on passe par le circuit de la grande distribution. Donc on est dans ce système de polyculture élevage où disons qu'il y a une cohérence, puisque ça permet d'avoir des rotations plus longues sur les cultures. Ça permet aussi d'avoir le fumier pour fertiliser les cultures. On a, disons, l'élevage, le troupeau de vaches allaitantes, on a à peu près 250 bovins, a toute sa place par rapport à il y a une cohérence par rapport à la surface de l'exploitation. On a un gros tiers des surfaces en prairie, on a après du maïs irrigué pour l'ensilage faire le stock l'hiver, et puis ensuite les céréales pour consommer pour l'engraissement, et puis avoir de la paille pour le troupeau. Disons qu'on est dans un système de polyculture élevage qui est assez autonome. Il est autonome, il est cohérent au niveau des cultures, il est cohérent au niveau de l'élevage et aussi cohérent au niveau de la manœuvre, puisque je travaille, comme je le dis, avec mon fils et avec un salarié habitant. Donc tout ça, c'est un ensemble d'équilibre qu'on a mis en place, qui se tient. Donc pour nous, c'est important que le marché de la viande fonctionne, parce que c'est une production qui est primordiale, c'est quand même la première production, c'est l'essentiel du chiffre d'affaires. Et c'est important que la partie grande culture fonctionne bien aussi, parce qu'il y a un enjeu aussi. Donc c'est tout ça. Il y a un équilibre qui doit... C'est un équilibre économique, mais c'est aussi un équilibre technique. Ça permet... Voilà, c'est un équilibre économique et technique, et puis mais pour ça, il est aussi dépendant de l'environnement, et de l'environnement économique, je parle. Et on pense qu'il a... Parce que comme on est souvent, puis comme là on a un petit peu ce soir sur les clichés et tout, il a aussi des enjeux environnementaux, parce que c'est un système justement qui nous paraît quand même assez vertueux. On a l'irrigation qui nous permet de faire un stock de maïs pour pouvoir engraisser et finir nos animaux, plutôt que nos animaux aillent s'engraisser en Italie
on finit tous nos animaux. On fait en sorte que le maximum de la valeur ajoutée se fasse ici localement. Donc on a tous ces différents leviers et je pense qu'on a actionné à peu près tous les leviers. On n'a pas actionné le levier de la vente directe et directe, mais on a actionné le levier de la vente locale sur toute la partie des femelles, locale et de qualité. On a toujours fait en sorte de monter en gamme dans la qualité sur nos animaux. Que ce soit dans toute la partie reproduction, qualité des viandes et tout. Et on a introduit là, donc, depuis 3 ans la race au braque, c'est pour justement monter aussi en gamme en qualité et aussi gagner en rusticité. Gagner en rusticité justement par rapport à ce qui se passe, les plans pour utiliser moins d'antibiotiques, toutes ces choses-là. Pour vraiment essayer d'être aussi vertueux sur ça, parce qu'on sait que l'utilisation de certains antibiotiques, il y a aussi de l'antibiorésistance après chez les êtres humains. Donc tout ça, on essaie dans cette cohérence, puis je suis content avec mon fils, on parle souvent de ça, et d'être cohérent avec aussi la société qui nous entoure. Nous, on a besoin de vivre notre métier, d'avoir une exploitation avec des équilibres économiques, techniques, et on essaie aussi d'écouter ce qui se passe autour de nous, et d'être cohérent avec tout ça. Et puis ça aide aussi à se sentir bien dans notre société quand il y a des évolutions, il y a des attentes, donc on essaie d'aller vers ces attentes tant que ça ne remet pas en cause aussi les équilibres et que ça ne remet pas en cause notre façon de vivre. Sauf il faut aussi que l'exploitation sorte de revenus et demi pour tout le monde. Voilà. Donc voilà en gros système polyculture élevage à vivre dans la vallée du Plain, tout simplement. S'il y a des questions, oui, j'adore échanger. Je suis même plus à l'aise comme ça que parce que là, vous avez l'air presque trop sérieux en face. C'est pour ça, s'il y a une question qui vient comme ça, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Vous pouvez aborder tous les sujets, y compris les sujets humains. Parce qu'on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup d'animaux, on parle beaucoup d'agriculture, y compris les sujets humains. Parce que comme ils ont parlé de l'évolution de nos exploitations, l'aspect humain de nos exploitations a énormément changé aussi. Aujourd'hui, vous évoquiez la vie de votre grand-père et notre vie à nous. Aujourd'hui, il y a toujours les beaux côtés de l'aspect être dans la nature et tout, mais il y a aussi le côté chef d'entreprise. Et ça, c'est incontournable. On ne peut pas rêver dans la nature, ça marche plus. Donc vous n'avez pas de questions? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non mais vous avez noté tout de suite, vous me les poserez tout à l'heure. Alors parce qu'on aura, je pense que tous, on adore échanger, donc il ne faudra pas hésiter, ce sera avec plaisir. Oui, alors, donc moi ce que je vous ai dit au début, alors on m'entendait pas forcément tout à l'heure très bien, j'ai en fait deux structures dans la même, je fais de l'agriculture biologique et de l'agriculture conventionnelle. Donc je me suis installé en 2005 en agriculture conventionnelle en prenant à la suite de mon père, était en agriculture conventionnelle, et en 2013 donc j'ai converti une partie de l'exploitation, pas la totalité mais une partie, en agriculture biologique. Donc aujourd'hui, je fais uniquement des céréales, je dirais uniquement parce que j'ai un tout petit atelier de bovins viande mais qui reste anecdotique. Donc surtout le gros de mon exploitation c'est ça, c'est la céréale. Et donc avec un atelier d'irrigation sur la ferme biologique, et également un atelier d'irrigation sur la ferme conventionnelle. Et puis l'évolution qu'on attend des exploitations, ce que vous me demandiez au début, voilà, l'exploitation que j'ai aujourd'hui, c'est pas celle avec laquelle je me suis installé. Je me suis installé en conventionnel, aujourd'hui j'en ai une partie en bio. Je pense que quand mon père s'est installé, l'exploitation qu'il avait, et puis quand il est parti à la retraite, c'était pas la même non plus. Vous êtes en fac de géographie, j'ai envie de dire, la liaison de l'agriculture et puis des attentes sociétales, je crois que les enjeux, l'agriculture, elle répond à des attentes sociétales. C'est-à-dire que
il sera impossible pour nous, demain, de produire quelque chose qui ne répond pas à ce que vous demandez. Donc forcément, ça évolue. Alors le temps agricole, c'est un temps un peu plus long. On ne claque pas des doigts en faisant changer l'exploitation. Ça prend du temps. Mais on voit que la mutation elle est en train de s'opérer. On aimerait qu'elle change vite. Mais il est forcément long en agricole ce temps-là. Tu peux pas... Il y a des balbutiements, il y a des endroits où on se trompe des fois. Le bio, on n'y vient pas du jour au lendemain, il y a des choses qui s'apprennent. Un troupeau, ils en parlent mieux que moi, mais ça ne change pas en claquant des doigts non plus. Sa commercialisation non plus. Une chose qui nous anime beaucoup, et on le sent ce soir, c'est l'envie d'échanger sur notre métier. Notre métier, on va le voir dans les clichés, on en entend beaucoup de choses. Mais si on est là, c'est parce qu'on a absolument, je pense qu'on peut le demander à mes collègues, mais personne n'a honte de ce qu'on fait. Et donc c'est pour ça qu'on vient là sans aucun souci et pour pouvoir en échanger, parce que ce qu'on en entend, ce qu'on en a parfois par un prisme, là vous avez la chance d'avoir en face de vous des gars qui sont du matin au soir. Pas ce soir parce qu'on est là, mais donc au contraire, venez nous chatouiller sur n'importe quelle question que vous pouvez avoir entendue, on y fera face avec en vous disant ce qu'est la réalité du terrain. C'est pas tout merveilleux, c'est pas ce que je veux dire, mais on a des réponses à mon avis à toutes les questions que vous pouvez vous poser, qui sont des fois roses, des fois pas roses, je l'entends. Tout n'est pas formidable dans notre métier, ça évolue, ça ira mieux, ça va. Et on fait déjà des belles choses par contre. Voilà. Je te laisse la parole si tu veux. Il y a une question d'abord. Ah, déjà. Ouais, vous lancez la première question. Ah, vous avez raison. Alors j'ai une question. Vous avez dit que vous êtes en bio en 2016, 13. Pourquoi vous gardez la double agriculture, on va dire à la fois un atelier en conventionnel et à la fois un atelier en biologique? Pourquoi garder ces deux Alors mon choix pour moi, donc je suis agriculteur, donc historiquement un paysan, c'est ce qu'on appelle ça, ou on appelle ça encore un paysan, hein. Il n'y a pas de honte pour nous. Mais malgré tout, on a pris une dimension aussi de chef d'exploitation et de chef d'entreprise. Et moi, le bio, c'était aussi, c'est pas forcément par idéologie, c'est en réponse à une attente sociétale et aussi à une diversification sur mon exploitation. C'est-à-dire que ça me permet aujourd'hui d'avoir une exploitation diversifiée et de dire quand le conventionnel marche pas bien, le bio marche plutôt bien, ça me permet d'avoir deux pieds sur mon exploitation et de diminuer mes risques. C'est-à-dire que je trouve, plus l'exploitation est diversifiée, moins elle est soumise et plus résiliente elle est. Et pourquoi j'ai pas passé la totalité en bio? Parce que j'étais pas capable d'y faire face en termes de charge de travail, parce que c'est plus compliqué, on y passe mécaniquement plus de temps, et tous les terrains pour moi sont pas forcément très très bien adaptés, parce que faut pouvoir y passer en temps et en heure. Y passer trop tard, c'est courir après les mauvaises herbes, donc et puis on n'a plus le droit non plus de trop se tromper. Donc quand on change quelque chose, et ça y vient petit à petit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre ses yeux dans le même panier, dans les expressions un peu. Voilà pourquoi j'ai une partie d'un côté et une partie de l'autre. Et c'est 50-50, c'est 25-60? C'était 50-50 jusqu'à il y a 2 ans et demi, et puis aujourd'hui, non, ça représente plus que 30% en bio. Parce que mon exploitation, j'ai repris l'exploitation d'un voisin à côté. Et donc sinon, l'objectif c'était d'avoir ça, 2 exploitations 50-50 avec la même proportion d'irrigation de chaque côté. Il a fait que je me suis agrandi en conventionnel. Est-ce que je vais agrandir le bio? Je vous avoue que pour l'instant la lisibilité dans l'avenir est un peu compliquée, donc on ne sait pas trop. Mais c'est pas exclu. Merci à vous déjà de vous présenter. Moi, je ne suis pas du tout expérimenté sur l'agriculture en France, pas du tout mon domaine. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter avec des paysans en Chine qui font de l'agriculture vivrière et à qui on demande actuellement de petit à petit
réformer leur façon de vivre et pour certains se spécialiser dans l'agriculture commerciale. Et du coup, ça me fait poser un peu la question vous avez parlé des temps longs de l'agriculture, de la difficulté de passer d'un système à un autre, de changer. J'aurais bien aimé que vous en disiez un peu plus sur pourquoi vous considérez que c'est compliqué, quelles sont les raisons. Je pose la question pour moi, comme pour les étudiants, en fait. Je trouve que c'est une question intéressante. Je vais rebondir parce que vous avez peut-être vu que j'ai griffonné plein de choses en même temps que mes collègues y parlaient, mais ils m'ont piqué plein d'idées déjà, donc ça va être plus simple. Et le temps long, ça faisait partie des choses que j'avais marquées en mettant un gros triangle de variation, en mettant un parallèle entre le temps agricole et le temps sociétal. Parce que effectivement, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a plein de choses qui vont à une vitesse absolument phénoménale, notamment tout ce qui est autour de la communication, tout ce qui est autour de l'informatique, de la technique, de divers moyens qui sont à notre disposition. On a des machines qui consomment de l'énergie, ça entraîne la totalité de notre société. Et l'agriculture, elle est dans ce cycle-là, forcément. Et elle ne pourra en aucun cas s'en soustraire. Si ce n'est que dans notre raisonnement, nous, quand on commence à travailler quelque chose, on commence à travailler avec un optique de 20 ans. C'est-à-dire que, oui, on peut bouger un truc en 1 an ou 2 ans, on va pouvoir modifier une partie de notre option, mais un coup qu'on a décidé qu'on est dans une option, eh ben, il faut amortir l'investissement, il faut amortir le projet. Et ça, c'est toujours des temps excessivement longs. Michel disait tout à l'heure un élevage, ben oui, un élevage, ça se constitue en 20 ans, pour avoir la génétique. Hein. Un bâtiment, photovoltaïque ou pas, de toute façon, à moins de 15 ans, on ne l'amortit pas, sauf à produire des choses extraordinaires dessous. Quand vous parlez d'amortissement, vous parlez du côté comptable. On parle du côté comptable, mais on parle du côté trésorerie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chez nous, 1 million d'euros, c'est pas grand-chose. Souvent. Moi, j'ai l'habitude de dire à mon maire, autour de la table de conseil, sur une commune de Champagné-Saint-Hilaire, on gère grosso modo un budget d'investissement, enfin de fonctionnement de 700 000 euros et puis un budget d'investissement d'1 million d'euros. Sur les 15 conseillers qui sont là, autour de la table, il y a grosso modo 3 personnes qui sont capables de savoir ce que c'est qu'1 million d'euros. Et effectivement, quand on gagne le SMIC, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Mais par contre, on n'est pas en train de gérer son portefeuille individuel, on est en train de gérer une commune. Et à l'échelle d'une exploitation, c'est exactement la même chose. Donc on ne parle pas des mêmes choses, et c'est pour ça qu'on a des fois beaucoup de mal à se comprendre. Puisque aujourd'hui, vous voyez des personnes qui travaillent sur des sites internet totalement faillis et qui vous vendent du virtuel. Moi, j'ai entendu la semaine dernière sur France 5, un gamin qui avait mis toutes ses économies, je crois qu'il avait 12 000 euros dans un truc de vente comment on appelle ça, de droits virtuels, et au bout d'1 an, il avait 450 000 euros. Enfin, on n'est pas du tout dans ces choses-là. Et l'autre chose qui fait la différence, c'est qu'en général, nous, on travaille par passion, avant toute chose. Alors, on a peut-être l'acquis du patrimoine des parents ou autres, mais il n'empêche qu'on est c'est comme Obélix, on est tombé dedans quand on est des petits. Hein. Et on a beaucoup de mal à en sortir. Moi, j'ai beaucoup aimé Michel tout à l'heure quand il a dit qu'on parle aussi des hommes qu'on a autour de nous. Bon, c'est peut-être un peu bête, mais moi, ça m'a coûté mon mariage. Je m'entends encore très bien avec ma femme, mais c'est mon ex-femme, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, on s'investit, on y va, et puis que ça crée des situations un peu compliquées, quoi. Donc oui, le temps, il est... On ne parle pas en temps agricole, d'ailleurs, je vais prendre une parallèle par rapport à ça, c'est quand vous regardez aujourd'hui la demande de production énergétique, par exemple, et on parle notamment de panneaux photovoltaïques. Jusque-là, il y avait à peu près que l'agriculture qui répondait présent,
sur la production photovoltaïque au niveau de ces bâtiments. Pourquoi? Parce que nous, quand on nous parle d'investir sur 15 ans ou sur 20 ans, ça fait partie de notre quotidien. Vous alliez voir M. Leclerc ou M. Super-U, eux, en 3 ans, l'investissement, il faut qu'il soit fini, payé, terminé. Le consommateur, il a payé au bout et on n'en parle plus. Ah, il commence à mettre des ombrières parce que ça fait bien. Mais c'est pas dans leur logique, quoi. Voilà, on ne parle pas des mêmes choses. Je voulais rajouter une petite bricole parce que je me suis aperçu tout à l'heure que j'avais oublié plein de choses. Sur l'exploitation, parce que le slide il est quand même sur différentes agricultures. J'espère que vous vous êtes donné un peu de temps parce qu'on est très bavard et c'est vrai qu'on a envie d'échanger en plus. Moi, sur ce que vous avez à l'écran, agriculture conventionnelle, ça c'est ce que j'ai fait pendant ma jeunesse. Agriculture raisonnée, c'est plutôt ce que je fais aujourd'hui, grâce aux OAD, grâce à mes OS qui m'accompagnent, grâce aux satellites, grâce à la meilleure connaissance de mes sols, grâce à plein de choses, grâce à ma formation, que je continue tous les ans. L'agriculture de conservation des sols, je dirais, je ne la pratique pas en tant que telle, mais j'y viens, parce que de toute façon, mes sols, aujourd'hui, ils sont couverts à peu près 98% de l'année, par nécessité, par intérêt, par économie, parce qu'avec une unité d'azote qui a été multipliée par 3 en l'espace de 3 mois, il y a des choses qu'on regarde d'extrêmement près, parce qu'on est avant tout des chefs d'entreprise. Et l'agriculture biologique, eh ben, j'ai essayé, mais pas de bol, le cheval bio, ça n'existe pas. Donc, comme je ne peux pas labelliser le cheval, eh ben, je passe pas au cheval, je passe pas à l'exploitation bio. Ce qui, par ailleurs, me contrarie pas trop, parce que j'ai quelques limites de terrain, comme disait Hervé tout à l'heure. Et puis j'ai un voisin qui est en bio et qui commence à se poser la question de retourner en arrière parce qu'on voit que les ensalissements de sol sont très très compliqués à maîtriser, parce que là on voit que le marché se sature, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce que j'ai oublié de dire sur l'exploitation tout à l'heure, c'est que en général, quand il y a quelques temps, on commence à être habitué à rencontrer des politiques, à causer, à rencontrer des journalistes, à avoir du monde. Mais jusque-là, jusqu'à il y a 2-3 ans, j'avais un préalable à toute discussion. Que ce soit avec des jeunes de votre âge ou avec des vieux briscards. On commençait par dire agriculteur, définition menteur, voleur, pollueur. Et un coup qu'on avait posé ça sur la table, on pouvait commencer à discuter. Voilà. Et on discutait d'autres choses. C'est-à-dire qu'on discutait que, effectivement, on est utilisateur de... Enfin, on fait partie des composteurs. On est utilisateur de compost. On est producteur d'énergie. Moi, à la maison, il y a de l'éolien. Enfin, il n'y a pas encore d'éolien, mais il y a la possibilité d'avoir un projet éolien. Il y a du photovoltaïque sur 4 bâtiments. Il y a une chaudière à plaquettes. Il y a plein de choses qui évoluent petit à petit. Mais c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est sur des temps longs. Chaudière à plaquettes, à moins de 15 ans, on n'amortit pas. Hein. Donc il faut que le bois il continue de pousser un peu. Et en plus, je suis un grand méchant loup parce que je suis irriguant en rivière. Alors ça, c'est la pire des bêtes noires de l'eau, ça. C'est un truc, c'est totalement impropre à la consommation. Donc c'est pour ça que j'ai en parallèle mené ce projet qui va bientôt aboutir, j'espère, de faire du stockage d'eau l'hiver pour ne pas perturber mon milieu l'été, parce que ce milieu, j'en ai besoin, je l'entretiens, et j'y contribue très largement. Je suis sur un territoire où il y a la plus grosse carrière à brocher du département, et c'est moi qui l'entretiens. Il y a de la prairie, il y a de la forêt, il y a des chauves-souris, et j'en ai besoin de tout ça. Donc, au contraire de ce qu'on nous raconte très souvent, on fait tout ce qu'on peut pour le maintenir en état, voire l'améliorer. Et puis il y a un petit atelier que j'ai oublié tout à l'heure, mais c'est parce que c'est trop récent. On a désormais un petit atelier légumes en vente directe, à côté de tout ça. Bon, c'est juste 1,5 hectare avec 1500 mètres de carré de serre. Et ben, c'est un truc qu'on avait essayé il y a 8 ans, et puis il y a 8 ans, la population n'était pas prête. Et puis il est arrivé un truc il y a 2 ans qui s'appelle la Covid, je crois.
Et puis là, tout d'un coup, on a monté un marché de producteurs au niveau de la commune, on a vu 200 personnes arriver, les commerçants étaient là, c'était super, on y a été. On a lancé 2 producteurs bio sur la commune en légumes. Puis nous, de notre côté, on a fait notre petit truc, parce qu'avec l'écurie, on arrivait à avoir un petit marché. Et il y a 2 ans passés, et puis le marché, il y a 1 an qu'il est en place à Champagny. L'autre jour, il y avait plus de 2 commerçants sur la place. Je crois qu'il y avait 5 personnes qui sont passées pour acheter. C'était compliqué. Alors on se pose la question comment on va relancer, comment on va y tourner, mais on s'aperçoit très bien que les producteurs qui viennent, finalement, ils ne veulent pas spécifiquement du bio, ils veulent du bon, du propre, du satisfaisant et du politiquement correct. Et quand on leur dit, quand j'ai besoin d'intervenir en urgence, c'est que là, c'est où je perds la production, où je fais quelque chose, et là, je vais prendre effectivement, dans le cadre légal, la possibilité d'intervenir chimiquement. Mais autrement, tout le reste, je l'ai anticipé, j'ai mis des composts, j'ai mis des rotations, j'ai fait plein de choses pour éviter d'utiliser tout ça, parce que de toute façon, ça me coûte cher. Donc ça ne m'intéresse pas d'en mettre pour le plaisir d'en mettre. Alors je vais m'arrêter là, parce qu'après... Des arguments pour tout à l'heure. Ouais, il y aura autre chose à faire. Mais puis il y aura plein de questions après qui vont arriver. Bon, 1, 2, c'est bon. Allez, allez-y. Moi j'avais juste une question. J'ai pas bien compris ce que c'était l'agriculture de conservation des sols. Alors, l'agriculture de conservation des sols, c'est quoi? C'est grosso modo le non-bouleversement du sol dans le but de, recréer en fait une, je sais pas comment vous expliquer ça, une fertilité. En fait, un sol, ça se décompose en strates, grosso modo. Il faut imaginer, vous avez une forêt, par exemple, vous prenez une plante, elle croît, elle fructifie et elle meurt. Donc, naturellement, les résidus de la plante morte restent sur le sol. Et après, il y a un cycle biologique qui se passe, c'est-à-dire que c'est les animaux du sol, les bactéries, tout ce qui constitue le sol qui entre en jeu et qui organise en fait le sol comme ça. Et du coup, en agriculture de conservation des sols, c'est ce qu'on essaie de faire en fait. C'est-à-dire qu'on ne bouleverse pas le sol, c'est-à-dire qu'on ne le travaille plus. Moi, pour ma part, je ne le travaille plus. Ce que je fais, c'est je fais du semi-direct, c'est-à-dire que j'ai un semoir qui a la capacité en fait de positionner la graine au bon endroit, dans des bonnes conditions de mettre la graine comme dans un couffin. J'ai essayé de mettre ça, bien la positionner pour qu'elle puisse fructifier, qu'elle puisse le lever et se développer correctement. Et donc, l'agriculture de conservation des sols, c'est pas que ne pas bouleverser le sol, c'est aussi créer en fait, ça s'inscrit dans une rotation en fait. Moi par exemple, je suis éleveur, donc j'ai des prairies je cultive de l'herbe, et donc comment m'expliquer, du coup c'est ma tête de rotation, on va dire, la prairie. C'est-à-dire que vous voyez une prairie, c'est comme chez vous quand vous avez votre jardin, votre pelouse, quoi. Nous, les vaches mangent l'herbe, elles transforment l'herbe en excréments. Ensuite, une partie de l'herbe est fauchée pour faire des stocks, mais le fumier est rapporté sur la prairie. Voilà. Donc du coup, et puis comme là, pendant 4-5 ans, voire plus, même voire 10 ans, la parcelle elle n'est pas du tout travaillée. Là, vous avez vraiment la vie du sol qui s'est réinstallée et c'est nickel. Ensuite, on détruit cette prairie donc chimiquement. Enfin, moi, pour ma part, je fais ça chimiquement, c'est-à-dire que j'utilise un glyphosate, je désherbe ma prairie et ensuite j'implante souvent un maïs, qui est aussi une bonne tête de rotation, qui valorise bien les reliquats azotés. Et à la suite, je fais un métail. Un métail, c'est une association de plusieurs espèces de plantes, des plantes fourragères. Dans le but, c'est de faire un fourrage. Donc, c'est des graminées et des protéagineux et des légumineuses.
Et ensuite je fais ça, et puis après je fais une céréale, et puis bah, voilà. Mais tout ça sans jamais bouleverser le sol. En fait, voilà, c'est ça, l'agriculture de conservation des sols, c'est pas bouleverser le sol, et dans le but de l'enrichir, quoi. Un sol, ça se, comment dire, ça se... Comment ? Ouais, voilà, ouais, c'est... Et du coup, il y a un indicateur, c'est souvent le taux de matière organique. Donc en fait, il y a des indicateurs, donc c'est le taux de matière organique sur le pourcentage d'argile. Quand vous êtes autour de 17%, si vous avez un sol qui fonctionne bien. Et du coup, ce qui se passe, quand vous labourez les terrains, enfin les labourer ou même que vous les travaillez, en fait, vous diluez en fait cette matière organique là, et du coup, ça entraîne le pouvoir. Le sol, il a plus son pouvoir fixateur, il perd sa structure. Et ça, c'est sur on parlait du temps long. Ça, c'est vraiment sur du temps très long qu'on voit les effets en fait négatifs. Ça a été mis au point, c'est pas français, hein, c'est notamment au Chili et puis au Brésil où ils ont mis en place cette technique-là parce qu'en fait ils avaient de l'érosion des sols, parce qu'ils ont des pentes et des fortes pluies. Et du coup, le sol part, et quand la surface du sol, c'est pas grand-chose, hein, la terre arable. Hein, et donc, une fois qu'elle est partie dans la rivière ou elle est plus dans le champ, et voilà, votre sol il vaut plus rien, quoi. Donc voilà, l'agriculture de conservation des sols, c'est ça, c'est une technique pour préserver sa richesse, grosso modo. C'est pas vraiment une question, c'est juste est-ce que c'est possible d'expliciter les abréviations et les acronymes parce que c'est pas forcément ce que c'est. Ouais, non mais c'est très bien ça. C'est le cas qu'en médecine, je suis d'accord. Une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun. J'ai parlé tout à l'heure de cercle d'échange, c'est la même chose qu'une CUMA, mais c'est en plus gros et c'est moins engageant, il n'y a plus de part sociale, etc. Mais c'est de l'échange de matériel et de personnes. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je ne sais plus. OAD. Ah non, je ne l'ai pas dit ça. Je l'ai marqué, mais je ne l'ai pas dit. Si. Ah. Donne-moi la définition exacte. Bon, on est bon. Donc c'est tout ce qui concerne les moyens techniques modernes qui nous permettent de prendre la bonne décision au bon moment, avec les bons arguments. Les OS, les organismes stockeurs, parce qu'en général, on ne fait plus la différence entre organismes vendeurs et organismes stockeurs, mais c'était simplement pour vous dire que de toute façon, tout ce qu'on produit, il faut que ça soit acheté derrière. Donc ça ne sert à rien qu'on produise un truc qui n'est pas vendeur, pas vendable. Donc il y a plein de petites choses quand même. Il faut 20 ans, 25 ans pour faire une filière qui tourne. Voilà. Donc là aussi, on travaille à notre échelle de temps. Construire une filière, c'est très long. Il faut réunir les hommes, il faut les unir, et il faut que derrière le marché suive. C'est pas parce qu'on a décidé qu'on allait faire du chanvre en France qu'on va avoir une filière chanvre. C'est aussi simple que ça. Même si nos politiques ne nous aident pas tous les jours. Mais, j'ai dû utiliser autre chose, non? Les syndicats, si j'avais marqué syndicats d'eau de Vienne et OUGC. Mais ça, on en parlera plus tard. Moi, j'avais une question par rapport au tout début. Vous aviez dit que vous aviez une partie biologique et une partie conventionnelle. Pourquoi ne pas ne pas évoluer vers une partie plutôt raisonnée? Parce que conventionnel et biologique, c'est quand même l'extrême opposé. Du coup, pourquoi ne pas évoluer vers le raisonné Oui, alors tu as complètement raison. Et puis donc je me suis affilié à dire conventionnel, mais en fait, il me semble que le conventionnel est derrière nous, qu'on s'en va, pour moi, quasiment tous vers le raisonné. C'est-à-dire que déjà pour un maintien du coût des charges, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de raisonner nos charges. Alors ça s'appelle pas de l'agriculture raisonnée, mais déjà, il faut qu'on raisonne nos charges. C'est-à-dire que par exemple, on a parlé le cours des matières premières, vous en avez parlé, mais nous, les engrais, ça a multiplié par 3, donc il faut faire attention quand on est tributaire de cette production-là, de faire attention. Le raisonné aussi, on voit que l'agriculture raisonnée, je ne sais pas, mais il y a peut-être une coopérative qu'on peut entendre parler en ce moment,
Terrena, avec la nouvelle agriculture, on voit que chaque coopérative veut être dans cette cible de marché-là. C'est cette cible, ce marché qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire qu'on avait soit conventionnel ou bio. Aujourd'hui, on a un marché qui est en train de s'ouvrir en disant une agriculture raisonnée, plus respectueuse, pas bio. Et je pense que, objectivement, je pense que c'est aussi l'avenir d'une grosse partie de notre production, c'est de partir sur cette agriculture raisonnée. Et j'y suis déjà en train d'y travailler. Peut-être qu'il y en aura plus en bio, ça par contre, je ne sais pas. Mais l'agriculture raisonnée, c'est une certitude que, moi sur mon exploitation, elle va y passer, et parce qu'on a aussi une très forte demande sociétale en fait.